7h48, Radio Publique. On a appris ce matin le départ de Roland Chlapowski, patron de Swiss Life. Un départ que les marchés avaient anticipé, vu que l'action avait repris 8%, s'appelait aux investisseurs, ce départ. Le monde politique, lui, est aussi touché. Gerold Bührer pourrait être poussé à quitter la présidence du Parti radical suisse, ou alors en tout cas le conseil d'administration de Swiss Life, mais aucune indication n'est donnée à ce sujet pour l'instant. Il faut dire que l'affaire est d'une envergure relativement inédite, au-delà des crises qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui, notamment la crise suissaire ou les retraites dorées de certains patrons. On sort des erreurs de management avec notamment l'affaire LTS qu'on a évoquée. De nouvelles questions se posent, en tout cas dans le capitalisme suisse, et des questions de mœurs, de bonne conduite et de mesures à prendre pour surveiller ces mœurs seront évoquées ce matin avec Olivier Terretta. Bonjour. Oui, bonjour Fatih. Vous êtes conseiller en économie d'entreprise. Précisons que vous avez reçu un prix, le prix de la Société suisse d'organisation pour votre mémoire de diplôme consacré justement au conseil d'administration. Vous êtes bien placé pour évoquer ces questions de transparence et d'éthique. Alors avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, au 021 318 16 16, peut-être une remarque sur ce constat des observateurs ce matin. Nous sommes entrés dans une nouvelle dimension d'erreur. Là, ce n'est plus simplement des erreurs, mais il y a une forme d'escroquerie. Oui, tout à fait. Je crois que là, c'est un cas qui est pas du tout comme les cas que l'on a pu voir précédemment, où on pouvait peut-être estimer qu'il y avait des gestions déloyales, mais en fait, c'était plutôt des erreurs de stratégie. Là, en l'occurrence, c'est le cas du management de Laurenten, de Swiss Life, a vraiment, en fait, outrepassé la loi, si on peut dire. Et c'est une surprise pour le capitalisme suisse, parce que là, on se retrouve dans un modèle qui est plus proche des scandales qu'on a connus du côté américain, comme Enron ou Tyco ou d'autres. Oui, on en a connu un il y a quelques années en arrière, avec Bernard Carré. Effectivement. On prend une auditrice en ligne. Bonjour madame. Oui, bonjour, mon nom est Roulin. Bonjour madame. Nous vous écoutons. Ma question est la suivante. Je me demandais si on ne pourrait pas leur faire rembourser à ces grands pontes l'argent qu'ils sont quelque part eux-mêmes attribués. Parce que si nous, on signe un contrat avec un employeur puis qu'on ne remplit pas les conditions, on est quelque part dédommageable. Est-ce que ça pourrait pas être la même chose pour eux? Olivier Terretta. Oui, alors tout à fait. Je crois que là, il y a des actionnaires en fait minoritaires dont l'avocat qui est pris en charge en fait ceci et qui souvent déposent plainte pour que les managers ou en tout cas les personnes de conseil d'administration retournent une partie ou toute partie en fait de leurs gains. Alors là, on est déjà en train d'envisager des manières de soigner le mal. Peut-être à l'origine du problème, quelles sont les solutions que vous préconisez? Vous avez réalisé une étude sur ce sujet, Olivier Terretta, pour mieux contrôler les bonnes mœurs des directions et des conseils d'administration par définition. Alors, je crois qu'il faut que l'on prenne conscience qu'il y a un code de bonne pratique, ce que je préfère appeler un code de bonne conduite, parce que là, on rentre beaucoup plus dans des notions en fait d'éthique. Mais avec ce code de bonne conduite qui a été mis en place depuis le 1er juillet de cette année en Suisse et les directives de la bourse suisse, il aurait peut-être fallu que l'on mette un principe en place qui est le Comply or Explain. En fait, un principe où les entreprises devraient remplir les principes du gouvernement d'entreprise, et si elles ne le font pas, elles doivent expliquer pourquoi en fait dans le rapport annuel. Ce qui inciterait les financiers à être beaucoup plus prudents avec certaines entreprises lorsqu'elles ne veulent pas remplir, par exemple, lorsque le président du conseil d'administration et le directeur général font une et une seule personne. Mais ça fait un certain temps qu'on nous parle du gouvernement d'entreprise, qu'on le présente comme un modèle. Ça ressemble un peu à un vœu pieux à force, parce que depuis qu'on en parle, on a vu qu'une alignée de scandales, que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre côté. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, le gouvernement d'entreprise est né dans les années 30, après la grande dépression et récession qu'il y a eu aux États-Unis. C'est un grand courant, c'est pas un modèle en tant que tel, ce sont vraiment des principes qui sont érigés comme des principes qui peuvent être érigés pour les experts comptables ou dans d'autres domaines. Il est vraiment important en fait que l'on puisse prendre conscience maintenant et que tout un chacun puisse prendre conscience qu'il y a des règles en matière de gestion d'entreprise et qu'il faudrait peut-être les appliquer. Un des grands problèmes aussi en Suisse, c'est qu'il n'y a pas vraiment une démocratie au niveau de l'actionnariat. Quand vous pouvez avoir une minorité d'actions, disons un faible pourcentage d'actions et qui détiennent pratiquement la majorité des voix en Assemblée générale, vous pouvez bien vous rendre compte que là, la démocratie n'est pas en fait exercée. Alors on reçoit beaucoup d'appels de coups de gueule, hein. Vous l'imaginez purement et simplement. Je reçois ici des appels d'auditeurs qui préfèrent pas passer l'antenne, qui crient simplement à la malhonnêteté, à l'incapacité des dirigeants. Monsieur Chlapowski est un escroc, dit cet auditeur. Des réactions qu'on imagine assez bien et que le monde de l'économie craint un peu ce matin. On le sent, qu'il y a une sorte d'amalgame à force de scandale de se dire que décidément tous les dirigeants sont des escrocs. C'est un risque, ça?
Oui, alors je crois que certains auditeurs ont tout à fait raison par rapport à certains cas qui sont du cas pénal ou des cas pénaux. Dans d'autres cas, je crois qu'il faut qu'on mette l'accent en fait surtout sur le conseil d'administration qui est un des piliers ou un des organes en fait qui devrait mieux fonctionner. Juste pour rappel, dans le rapport en fait dans le code de bonne conduite suisse pour le gouvernement d'entreprise, sur les 20 articles qu'il y a, il y en a 20, sur les 30 articles qu'il y a 20 articles sur le conseil d'administration. Donc on sent bien que c'est le conseil d'administration à l'heure actuelle qui est pris en défaut et c'est un organe qu'il faut vraiment qu'il fonctionne et qu'il retrouve en fait son plein pouvoir, si on veut. Qui ne fait pas suffisamment son travail de surveillance. Exactement. Un auditeur en ligne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, ici monsieur Philémon Amoros. Écoutez, je me dis, il ne faut pas toujours courir après les sorcières. Et tous les ans, comme on venait de le dire, les chefs d'entreprise ne sont pas tous en même temps. Mais quand on gagne à la loterie, l'État nous pique d'office 35%. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, là également, tout simplement dire à ces messieurs, écoutez, vous gagnez plus qu'à la loterie, vous donnez le 80%, on vous le reprend 80% qu'on verse dans la caisse du personnel. Et puis il me semble que ce serait beaucoup plus simple que ces messieurs ici soient honnêtes ou pas. Celui qui gagne à la loterie, on ne peut pas le traiter de malhonnête, celui qui tente de faire la même chose dans nos entreprises. Bon, alors on reprend le 80% qui part dans la caisse du personnel. Et puis voilà. Une vision positive et constructive. Merci monsieur Olivier Terretta. Oui, je crois que si on parle en fait de langue fiscale, je crois que cet argent qu'ils ont gagné sera de toute façon fiscalisé, donc ils devront payer des impôts sur le gain qu'ils auront réalisé durant l'année, même si c'est des gains qui sont extraordinaires tels qu'on le connaît. Je crois que si on instaurait ceci, ça pousserait encore plus au crime, si je puis dire, donc parce qu'ils seraient incités en fait à gagner encore plus. Un nouvel appel en ligne. Bonjour monsieur. Oui, bonjour messieurs. Chapu Gabriel de Develier. Nous vous écoutons monsieur. Toutes ces histoires, naturellement, nous font du tort dans toute la Suisse. Et je pense qu'il serait très intéressant de mettre un système de contrôle en place. Et ma question serait celle-ci. Que faut-il faire pour que ce genre de malveillance ne se répète pas? Et quel est le rôle du pouvoir politique dans la gestion d'entreprise, si on veut? Question cruciale que pose notre auditeur, là, Olivier Terretta. Quel est le rôle du pouvoir politique? Il y a beaucoup de débats ce matin sur cette présence justement des politiques au sein des conseils d'administration. Alors, je crois que là, il faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que il faut pas nommer une personne parce que c'est un représentant politique. Je crois qu'il faut nommer une personne au conseil d'administration, donc qui est l'organe qui contrôle en fait le management ou qui devrait contrôler en fait le management. Et je crois que là, il faut plutôt nommer des personnes qui ont des compétences ou des talents. Si c'est nécessaire d'avoir un carnet d'adresse parce que vous avez besoin en fait de pouvoir vendre vos produits, soit sur un territoire national, soit sur un territoire international, ça peut être stratégique de nommer une personne qui représente un pouvoir politique. Mais je ne crois pas qu'il faille en fait focaliser uniquement sur ces personnes qui ont été nommées par le pouvoir politique. Je crois que maintenant, il faut que les actionnaires prennent un petit peu leur bâton de pèlerin et soient un peu plus actifs en fait dans ces assemblées générales, ce qui est des fois un peu compliqué puisque vous avez 5 ou 10 000 personnes qui sont représentées. Mais c'est vraiment... Ils font comment les actionnaires pour prendre leur bâton de pèlerin? Alors justement, il faut que nous, salariés ou personnes salariées d'entreprise, mettions un peu plus de pression sur ces caisses de pension puisqu'elles sont très fortement impliquées en fait en action, si on veut. Et dans le monde, ça représente une capitalisation boursière assez importante. Donc si ces fonds de pension prenaient, ou en tout cas allaient aux assemblées générales, telles que le fait la Fondation Ethos, on pourrait en fait là avoir un moyen de pression beaucoup plus grand sur le conseil d'administration qui permettrait d'avoir un contrôle en fait sur ce management. Alors, on salue votre réponse prudente au propos de notre auditeur concernant les politiques dans les conseils d'administration. Vous nous voyez quand même venir. On fait allusion à la présence contestée aujourd'hui du président du Parti radical suisse, Gerhard Bührer, au sein du conseil d'administration de Swiss Life. Est-ce que ça vous paraît compatible finalement? Il n'aurait aucune raison de quitter l'une ou l'autre fonction pour vous? Alors, dans ce cas-là, je ne sais pas s'il devrait quitter, mais je crois qu'il y a une opportunité en fait à lui de la saisir, c'est-à-dire que je crois qu'il faut se consacrer. Lorsqu'une entreprise est en crise, cela demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Donc, je pense qu'il devra faire un choix très rapidement et très prochainement en fait pour choisir l'un ou l'autre de sa carrière. On va dire sa carrière, son horizon. Maintenant, il faut comprendre que dans une entreprise de taille moyenne à grande, le conseil d'administration représente, en tout cas les activités au sein du conseil d'administration représentent un peu plus d'un mois d'activité à temps plein. Donc vous pouvez bien comprendre que si vous cumulez plusieurs fonctions, il devient délicat et vous n'avez plus le temps de le faire. Donc c'est vraiment important que l'on puisse nommer des personnes au sein du conseil d'administration qui ont aussi non seulement les compétences et le talent, mais une certaine disponibilité. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, les personnes membres du conseil d'administration peuvent être tenues pour responsables
certaines actions de l'équipe dirigeante. Oui, bien sûr. Il faut comprendre que le conseil d'administration ne doit pas seulement être informé en fait par sa direction, mais il doit aussi s'informer. Et ça, c'est quelque chose qui a été retenu en fait depuis le changement de la loi en 92. S'ils ne s'informent pas, s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur entreprise, ils peuvent être tenus pour responsables. Très bien. Un dernier appel rapidement. Bonjour madame. Oui, bonjour messieurs. Ma question est la suivante. J'ai souscrit il y a environ 15 ans à un 3e pilier auprès de la Renton, Swiss Life. J'aimerais savoir quelle est la part sécurisée par la Confédération et j'aimerais savoir ce qu'il en est de mon capital au niveau de ce que j'ai cotisé, des participations, c'est-à-dire excédent et du bonus. Olivier Terretta, une question très pratique. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'y répondre. Non, pas vraiment, parce que je ne connais pas en fait quelles sont les conditions qui sont liées par rapport à votre contrat, parce que c'est un contrat d'assurance privée. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils essaient en fait de lever des capitaux pour près d'1 milliard à l'heure actuelle. Donc il faut suivre en fait de près ceci. S'ils n'y arrivent pas, je crois que la Renton sera dans une position très délicate à l'heure actuelle, mais je ne pense pas que la Renton, ou du moins j'espère, qu'elle pourra en fait survivre à ce qui est en train de se passer. Survivre ou pas, le débat reste ouvert. La position, elle, en tout cas, je crois qu'elle est délicate. Je vous remercie, Olivier Terretta, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes conseiller en économie d'entreprise et que nous commentions l'actualité liée à Swiss Life. Merci, bonne journée. Merci. Infotrafic RSR avec Faigle, copieur, fax.